Bonjour Alfredo. Bonjour. Bonjour. On est ravis de te recevoir à Portrait de Manip. Donc Alfredo, je vais te présenter rapidement, mais bon, il y a beaucoup de manips qui connaissent déjà. Tu es manipulateur à l'hôpital de Bicêtre pour la PHP, spécialiste en scanner, je pense qu'on peut Oui. dire ça, depuis quelques années. Oui. Et pour les manipulateurs qui ont participé à des congrès ces dernières années, on a forcément vu une de tes publications. Donc, on va évoquer avec toi donc, justement le scanner, tout ce goût que tu as pour la transmission, la publication et bah, tout ton parcours, quoi, en fait. Donc, c'est parti. Donc, la question de portrait de manip, peut-être que tu commences à la connaître. Oui. Voilà, donc manipulateur, vocation au hasard. Alors, je dirais c'est un petit peu les deux. Ouais. Le hasard d'une rencontre avec les fameux conseillers d'orientation qui m'a présenté les différentes Ouais. formations possibles après le Ouais. bac. Et donc, quand il m'a présenté le DTS, le fameux DTS en imagerie Ouais. médicale, ça m'a plu. Je me suis inscrit et je fais partie de la première promotion qui l'a passé en 3 ans, D'accord. donc à l'école nationale de chimie physique et biologie, qui s'appelle aujourd'hui Pierre-Gilles de Gênes. Voilà, sorti en Ouais. 1994. D'accord. Commence à dater. Ouais, non, mais comme quoi, les conseillers d'orientation, finalement, Ah ben ouais, oui, en tout cas, il a finalement, été d'un grand ouais. aide et Ouais. je dois en fait mon parcours à ce monsieur en partie et c'est devenu donc par la suite une vocation. Ouais. Voilà, dès ma première radio et mon premier stage à l'hôpital. Ouais, ça t'est venu comme ça, ce goût de Oui, l'imagerie, t'es tombé dedans, quoi. ça s'est installé, oui. Voilà. Et il est toujours là parce que, donc, oui, si on parcourt ta page LinkedIn, on tombe sur toutes tes publications. Donc, il y en a, je crois, presque une vingtaine à ton actif, orientées sur le scanner. Une des plus récentes sur la prise en charge de la femme enceinte, notamment, que Oui, tu as présenté, je crois, encore en webinaire il y a quelques semaines et que tu vas représenter a priori. Et donc, bon, là, enfin, il y a ça. On a vu l'angioscanner thoracique, tu as fait des vidéos d'anatomie aussi sur oui. la segmentation hépatique. Donc, profusion de vidéos, de publications avec un vrai goût de la transmission. Moi, j'ai eu l'occasion de te voir en congrès, donc avec beaucoup d'énergie, des auditoires souvent captivés. Donc, d'où ça te vient, cette envie vraiment de partager avec le plus grand nombre ce goût du scanner finalement Oui. parce que... Mais alors, il y avait un médecin qui disait que le travail au quotidien, alors sans vouloir nous comparer aux médecins, mais je pense que pour les manipulateurs, c'est un peu pareil. Il y a le côté de l'activité principale, donc réaliser les examens, faire des scanners, et donc la prise en charge des patients. Mais en parallèle, on a aussi l'enseignement. Alors moi, je fais aussi de l'enseignement à l'école de radio, que ce soit à Picpus et dernièrement à Corbeil. Et troisième volet, donc la recherche. En fait, ce sont les trois axes qui nous amènent à travailler au quotidien à l'hôpital. La recherche, c'est ce qui me permet de faire le lien Ouais. avec ce que tu disais, c'est que j'ai toujours cherché à améliorer les pratiques. J'ai cherché à trouver des réponses aux questions que je me posais, donc des questions issues des problématiques quotidiennes, donc l'amélioration de la qualité des images, donc notamment l'angioscanner des artères pulmonaires, qui est un examen qui reste encore aujourd'hui très technico-dépendant. Oui. L'anatomie pour le goût du partage, et là c'était juste le goût du savoir, hein, comme la segmentation Ouais. hépatique ou les TSA, les Ouais. fameuses variantes, puisqu'en Ouais. fait au quotidien on voit un peu plus l'anatomie qu'on dit modale, standard, pour utiliser un mot vulgaire. Et par rapport à cette anatomie modale, on a les variantes, et bah, c'est intéressant de les Ouais. connaître et de les partager. En fait, tout ça, à chaque fois, c'est une façon pour moi de m'améliorer, de trouver des réponses, de me sentir plus serein et d'améliorer donc ce que j'estime être une bonne prise en charge du patient. Ouais. Parallèlement à ça, je trouve que le fait qu'on s'expose et qu'on qu'on trouve des réponses, ce qui a été le cas notamment dans l'amélioration des enjeux scanners des artères pulmonaires, et puis plus dernièrement sur la prise en charge de la femme enceinte au scanner, c'est aussi le fait de éventuellement réussir à toucher les radiologues. Ouais. Et pour avoir une forme de respect, une forme d'intérêt de leur part, eh bien, je trouve que les manipulateurs doivent, et les manipulatrices, doivent avoir cette plus-value à apporter. Les manipulateurs et les manipulatrices doivent être source de réponses, source de qualité. Mm. Et c'est comme ça qu'on gagnera aussi cette bataille de Mm. l'image pour la reconnaissance
il y a la reconnaissance générale Oui, et la reconnaissance des radiologues avec qui on travaille au quotidien. oui, Voilà. tout à fait. Ouais, parce que Et donc, ça affirme cette collaboration interdisciplinaire qu'on a tendance un petit peu à perdre à l'heure tout actuelle. à fait. Quoi. Ouais. Et j'ai constaté ça avec les années, c'est-à-dire que forcément faire un travail au quotidien qui est juste exécuter des protocoles peut être un peu, on va dire, simpliste Voilà, ça peut être et un peu usant, un peu lassant, usant, exactement. générer de la lassitude. Et par contre, apporter des réponses, améliorer les examens, travailler sur la réduction de dose, sur la prise en charge du patient, sur les événements indésirables. Eh bien, tout ça, c'est des événements qui sont très importants et qui font partie du quotidien. Et c'est comme ça qu'on devient plus complet. Voilà, en essayant de trouver des réponses à chaque étape de la prise en charge, du début à la fin. Donc, prise en charge du patient, réalisation de l'examen, ce qui se passe après. Voilà, tout ça, c'est un ensemble. Et toutes mes recherches ont été toujours axées là-dessus, qui était comment améliorer cette prise en charge du début à la fin. Oui, c'est ça, parce que pour ceux qui ne les ont pas lus, c'est pas uniquement la technique d'acquisition. Par exemple, pendant le scanner, vraiment, tu pars vraiment de la prise en charge, de l'accueil du patient à la fin des images, et c'est vraiment tout le job du manip que tu regroupes. On ne s'axe pas, par exemple, sur les listes à faire pendant ton scanner. Exactement, exactement. C'est complet, quoi. C'est exhaustif sur l'acte de réalisation du manip. D'ailleurs, je pense que c'est un problème comment je dirais, que j'ai cru relever chez certains manipulateurs ou manipulatrices ou étudiants, c'est que les gens ont tendance à croire qu'on lance un protocole. Et alors le protocole est là pour encadrer, rassurer les gens et donner une base, mais lorsqu'on veut faire de l'optimisation, en fait, il faut toujours essayer d'améliorer. Donc essayer de diminuer la dose si c'est possible, diminuer la quantité de volume si c'est possible, de volume de produit contraste, pardon. Dans le relationnel avec le patient et le fait de briefer le patient avant un audioscan, alors typiquement, l'exemple tout bête, c'est qu'il ne faut pas inspirer, donc il faut faire une apnée Candie simple. Donc si on ne répète pas avec le patient avant, ça peut être dévastateur au moment de l'acquisition et donc faire un mauvais examen. Mais c'est pareil pour la simple radio de thorax, c'est-à-dire que pour les manipulateurs, faire une radio de thorax au quotidien, ils en font 100, mais pour le patient, ça restera toujours la première. Et donc, s'il n'a pas bien compris que gonfler les poumons, ça veut dire inspiration profonde, donc on a répété avec lui avant, et qu'au moment de faire la radio, donc l'inspiration est parfaite, eh bien, si on n'a pas répété avant, si on n'a pas pris en charge le patient comme il faut, il se peut qu'il n'ait pas une bonne inspiration, et la radio sera à refaire. Donc, comme je dis souvent, que ce soit la simple radio, le scanner ou l'IRM, aujourd'hui les collègues qui font de l'interventionnel, voilà, c'est un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en compte, qu'il faut prendre en charge. Et le patient est au milieu de tout ça et c'est à nous de tout gérer autour pour arriver au final à la bonne image pour le bon patient. Pour résumer cette situation, j'avais une phrase du professeur Yves Menu, qui était mon ancien chef de service à Bicêtre, qui disait que dans le monde actuel de l'imagerie médicale, on est à un stade où il y a une production industrielle des images et chaque patient a droit à une œuvre artisanale. C'est très... Donc, je lui rends ces mots, c'est lui qui les a dit, et je trouvais que ça résumait parfaitement le travail du manipulateur et des manipulatrices. Ça le résume très bien, et encore comme des précédents invités qu'on a reçus, tu rappelles vraiment, le manip n'est pas qu'un technicien ou qu'un soignant, il est vraiment les deux, et on ramène toujours l'action du travail manipulateur autour du patient et dans sa globalité, à la fois soignant et technicien, donc ça c'est quand même toujours important de le rappeler. Et finalement, en t'écoutant parler, ce que je me dis, c'est que ça fait quand même, on peut le dire, à peu près 30 ans que tu es manipulateur. Oui. Et jamais, quand on discute avec toi, on sent une once de lassitude dans ce métier qui est un petit peu usant, la pénurie elle est toujours un peu présente quand même, on a du mal à recruter, le soin en général a du mal à recruter. Et en gros, tu me dis, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ce goût à la fois de l'apprentissage permanent, à la fois de la transmission, c'est ce qui te permet de jamais être lasse, de toujours de pas s'user, et finalement c'est ce qu'il faudrait transmettre aux jeunes manipulateurs qui ont tendance à s'éloigner rapidement du métier. C'est ça, c'est exactement ce que tu dis, et ça fait partie des valeurs, entre guillemets, que j'essaye de transmettre aux jeunes étudiants quand ils viennent en stage, ou les jeunes collègues quand ils arrivent à la sortie de l'école. C'est qu'on peut aller au-delà du fait de lancer des protocoles.
Il y avait là aussi, je vais reprendre les mots d'une formatrice à l'école radio qui disait que le métier, il est ce qu'on en fait. Et donc, que ce soit manipulateur radio ou standardiste ou ce que vous voulez comme profession, voilà, c'est l'amour que vous mettez dans ce que vous faites, l'intérêt que vous mettez, tout l'engagement et toute la foi que vous mettez se retrouve après dans la qualité de la journée que vous allez passer et la qualité du travail que vous fournissez. Donc, moi, le côté plus jeune génération qui est moins dévoué, on va dire, au métier du soin. Ça a beaucoup à voir, je pense aussi peut-être avec les médias, peut-être un peu le Covid, peut-être des gens qui voudraient je sais pas, des professions peut-être plus valorisantes. Peut-être que les métiers de l'hôpital ne sont pas assez valorisés. Mais valorisé, oui. Valorisant, mais du moins valorisé. Voilà, on au peut quotidien. Dire, valorisant, mais comme, enfin voilà, valorisant, non. Quand on t'écoute parler, on se dit que c'est valorisant parce que tu fais. Oui, voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de leur montrer. C'est qu'en fait, en travaillant et en essayant de tendre vers la personnalisation et l'optimisation, ils s'aperçoivent qu'ils ont suite à cet effort de formation, de compréhension du travail, on peut faire de bons examens avec moins de doses et moins de volume d'iode que ce qu'ils ont vu ailleurs ou que ce qui se faisait avant. Mais parce qu'ils ont compris, ils maîtrisent la machine, la formation et l'information doit être partagée. Et c'est une notion que, en fait, je pense qu'ils captent assez facilement. Parce qu'ils voient l'intérêt tout de suite qu'ils ont à maîtriser la machine et ils s'aperçoivent en disant « Ah oui, effectivement, on fait ça, c'est plus... c'est moins irradiant, la qualité est meilleure, etc. » Mais voilà, il faut faire peut-être cet effort de se remettre en question. De se remettre en question, voilà. Oui. Au quotidien, finalement. Oui. Et ne pas prendre les choses comme acquises. Et après, le métier de manipulateur est tellement vaste que, de toute façon, s'ils ont l'impression d'avoir fait le tour au scanner, ils peuvent aller en IRM, ils peuvent aller en médecine nucléaire, ils peuvent aller en radiologie interventionnelle, la radiothérapie. Je veux dire, le diplôme en France permet d'exercer dans plein de domaines. C'est vrai que c'est une chance qu'on a en France, parce que voilà. c'est pas partout. C'est pas partout. Et d'ailleurs, en parlant de diplôme et d'études de manipulateur, pour m'en dire, au-delà de toute ton activité de présentation, je dirais personnelle ou pour l'hôpital de Bicêtre, tu es aussi en lien avec la FPPE. Donc, cette association qui défend les manipulateurs depuis plusieurs décennies maintenant. Et donc, et pour toi, donc, ce mouvement associatif qui tend à perdurer encore aujourd'hui, qui se développe toujours, il est aussi important pour la transmission, au-delà de la simple transmission individuelle en stage ou en service. Oui, alors, je voudrais bien sûr citer Mathieu Cabi, le président de la FPPE, et Séverine Moïna pour le CNP. Voilà, des gens qui travaillent et qui en parallèle, bénévolement, s'occupent de ces associations et de ces gens qui sont des interlocuteurs privilégiés, donc pour les autorités. Le côté associatif de la FPPE en particulier, qui crée notamment ces événements, les congrès, des jours de formation. Il y a la revue aussi que les manipulateurs peuvent lire et qui peut leur permettre d'écrire s'ils veulent, parce que c'est un bon début pour s'initier à la publication. En fait, tout ce monde qui est basé notamment sur le bénévolat, donc c'est une notion qui est assez intéressante, et qui permet, à travers les congrès et ces journées de formation, les rencontres, les échanges, la formation bien sûr, de voir ce que font d'autres collègues dans d'autres hôpitaux, dans d'autres spécialités, des gens qui ont plus développé certaines pratiques autour de telle ou telle activité. Voilà. Et ça, c'est une richesse que je pense qui n'est pas toujours assez bien valorisée. Les gens pensent à aller à un congrès éventuellement pour assister à des présentations, etc. Mais on peut aller plus loin en allant parler avec celui qui a fait la présentation, en échangeant, en gardant les contacts et en échangeant donc, et en apprenant les uns des autres. Ça reste des lieux de rencontre privilégiés pour la profession. Voilà. Et tout ça dû à un travail avec la FPPE qui organise ces journées de formation, ces congrès. Et pour moi, c'était important de souligner cette activité parce que tout seul, isolé dans notre service, chacun dans son service, alors, il y a des manips qui travaillent des fois quasiment tout seuls dans des centres de radio ou à deux. Voilà, donc
on est quand même un peu isolé. Donc le fait de se retrouver, de se recroiser, de voir les pratiques, de partager, c'est de là que vient la richesse. Donc, on ne révolutionne pas notre façon de travailler suite à un congrès, mais on apprend 1% en plus. Oui, oui. Donc à force de Ouais. petits pourcents en plus, je pense qu'on devient bien meilleur. Ah Voilà. oui, non, mais je te confirme, parce qu'à titre personnel, j'avais fait des captures d'écran de ta présentation sur l'embolie pulmonaire que j'avais remis dans mon service pour Ouais. modifier un petit peu les pratiques il y a quelques années. Ouais. Ouais. Mais, et donc oui, toute cette révolution, voilà, elle se fait en apprenant, en allant toujours chercher la nouvelle information. Et si on se consacre un petit peu donc, à ta spécialité qui est le scanner, tu la vois évoluer donc, depuis 30 ans. Donc là, l'IA, c'est la révolution. Il n'y a pas une semaine sans qu'un nouvel article qui sort. Est-ce que toi, tu penses que déjà, on voit la différence maintenant, aujourd'hui, avec il y a ne serait-ce que 2-3 ans et comment tu penses que le travail du manipulateur, spécifiquement au scanner, peut évoluer avec toute cette révolution technologique, notamment au scan, et puis par rapport aux produits d'injection notamment, comment tu penses que ça peut changer le travail du manipulateur? Alors, on va vivre avec, on vit déjà un petit peu avec, et c'est appelé à se développer encore un petit peu. Il y a un aspect très positif qui est la réduction de dose, l'amélioration de la qualité des images. Éventuellement, peut-être, il y a encore un travail à faire sur la diminution des volumes de contraste injectés. Donc tout ça, ça va dans le bon sens et c'est porteur. Par contre, l'autre versant qui est les diagnostics automatisés, Ouais. on va dire l'absence de radiologue, là, ça j'y crois moins. Et en tout cas, c'est un combat qu'on doit mener avec les radiologues. Les manipulateurs qui travaillent avec des scanners, des IRM et toutes les autres machines sont habitués à travailler avec de nouvelles technologies. D'ailleurs, c'est une des difficultés aussi des fois, c'est d'être toujours à la page et toujours de s'adapter. Donc on s'adaptera à cette intelligence artificielle si elle nous amène quelque chose de positif, comme je disais. La réduction de dose est vraiment un des chevals de bataille auquel on tient. Maintenant, remplacer un manipulateur, je ne vois pas trop comment, à l'heure actuelle. Même si Il y en a qui essayent. Il y en a qui essayent. Il y en a qui essayent, effectivement. Est-ce qu'on peut remplacer un être humain? Alors, installer quelqu'un sur un scanner, oui, mais après, il y a tout l'acte qui va avec, le piquer, l'installer, et puis après, il y a le côté réalisation de l'examen en live. Pour conclure sur cette notion, je te parlerai de mon prochain travail que je présenterai bientôt et que j'ai appelé l'œil du manipulateur ou l'IA au scanner. Donc, c'est quoi? C'est qu'en fait, le manipulateur est le premier à voir les images défiler sur l'écran. Donc, on peut voir une fracture, on peut voir une embolie pulmonaire alors qu'on a fait un thorax abdopelve au temps portal. On peut voir quelque chose en fait qui fait que, ou on maintient le patient sur la table, on interpelle le radiologue, on lui dit tiens, il y a ça, et on va compléter l'examen. Ou un cas que j'ai vécu il y a très peu de temps, une patiente qui venait pour arrêt des matières et des gaz sur 5 jours. Donc un cas classique de l'occlusion, comme on dit, qui arrive en urgence. Donc le radiologue nous dit de faire un abdomen pelvis sans IV, autant artériel, autant portal. Et sur le sans IV, on regarde les images, et tout simplement, il y avait un énorme calcul avec une grosse dilatation des cavités pyélocalicielles. Même un stagiaire aurait pu le voir. Donc on arrête là, le radiologue, on l'appelle, et il dit, bah, on a la réponse. C'est-à-dire, la dame avait une occlusion, comme on dit, fonctionnelle, c'est-à-dire que c'était un réflexe, dû à la douleur. Et effectivement, elle avait des douleurs, pas du tout typiques de la lithiase. Voilà, et ça c'est un cas typique où le manipulateur, à ce moment-là, a permis de ne pas faire l'injection et de ne pas faire 2 acquisitions supplémentaires qui étaient du coup inutiles. Donc c'est le sujet de ma présentation et je pense que des cas comme ça, beaucoup de collègues vivent avec. Et ça pour l'instant, alors sûrement qu'il y aura une solution d'IA. C'est un sujet intéressant. Alors la téléradiologie, c'est un sujet hyper intéressant parce qu'on sent en téléradiologie on valide des protocoles qu'on exécute effectivement. Et ce lien n'est plus direct et il peut y avoir une surirradiation inopportune dans ces cas-là. Et une injection inutile. Voilà. Et c'est pour ça que le côté live et compétence, et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, le fait de montrer aux jeunes manipulateurs, à ceux qui sont en formation et à ceux qui apprennent, qu'en fait, lancer
la phrase que je dis, c'est que faire du scanner, ce n'est pas lancer des protocoles. Voilà. C'est s'intéresser à ce qu'on fait. Et si on s'intéresse un minimum et qu'on voit au moins les images défiler, effectivement, et qu'on n'embraye pas tout de suite sur l'injection, comme c'était le cas pour la dame, mais effectivement, on a une place à prendre. Et pour moi, l'avenir de l'imagerie, alors c'est peut-être un vœu un peu naïf, Ouais. mais ça serait bien sûr trois piliers que sont le radiologue, les manipulateurs et manipulatrices. Je précise à chaque fois, puis c'est important de féminiser aussi cette profession. Ouais. Et le troisième pilier, l'IA, Ouais. qui forcément augmentera avec le temps, avec de nouvelles applications. Mais il faut que ça soit un pilier, un soutien, une façon d'améliorer, mais non pas un remplacement. Ouais, que ça reste un outil et en aucun Voilà. cas une solution de remplacement qui serait pas forcément bénéficiaire pour le patient. Exactement. En tout état de cause. Voilà. Ce serait mon souhait et mon vœu. D'ailleurs, il y avait des publications de radiologues qui disaient que parallèlement à cette IA, les radiologues doivent s'imposer comme un expert de l'image et donc aussi un intermédiaire entre les cliniciens et l'image pour apporter aussi sa connaissance en général, le fait d'orienter un examen, voilà, d'être reconnu. Et les manipulateurs doivent faire ce même travail. Voilà. Ne pas se laisser engloutir, on va dire, par les images, la réalisation de protocoles et de juste appliquer ce qu'on nous demande. Voilà. En tout cas, c'est passionnant. Il me tarde de voir ce nouveau travail que tu présenteras, je n'en doute pas. Voilà. J'invite tous ceux qui regardent la vidéo à venir te voir en congrès. Toujours hyper intéressant. Merci pour ce moment passé, Alfredo. On retient que faire un scanner, c'est pas lancer des protocoles. Être manip, c'est pas être un presse-bouton. Je pense que comme beaucoup de choses, voilà. Merci beaucoup. On se voit au JFR, j'espère. Tu présentes ton projet sur la prise en charge de la femme enceinte. Voilà. Alors, c'est un cas typique où, en fait, beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes autour de la prise en charge de la femme enceinte au scanner. Et donc, on avait rassemblé le maximum d'informations, que ce soit d'un point de vue législatif, sur la radioprotection, sur les injections d'iode, les éléments qu'on doit déclarer, les sites internet. Donc, tout est résumé dans un poster qu'on pourra mettre en partage à la suite de la vidéo. Donc, je l'avais déjà présenté à l'oral. Et a priori, on est réinvité à le faire lors des GFR en octobre prochain. Et là, on a vraiment touché quelque chose de sensible, puisque le monde des radiologues et des médecins était très réceptif à ce travail. Oui, voilà. Donc, tu sors de la petite case manip, on s'intéresse aux professionnels de l'imagerie, radiologues. En général, voilà. Les gynécos, les urgentistes. Et le but de ce travail était, encore une fois, et comme toujours, pour le partage, qui m'a enrichi d'abord à moi, puisque ça m'a permis d'être beaucoup plus serein pour la prise en charge des femmes enceintes au scanner, et après de le partager. Voilà. Et bien, on ne va pas manquer ça. Merci beaucoup, Alfredo, pour cet passionnant entretien. Merci, Amélie. Voilà, avec plaisir et à très bientôt. Merci.